Ce matin, je suis ravie de recevoir dans nos studios à Bruxelles Christopher Laquiès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et thérapeute spécialisé en analyse comportementale, conférencier professionnel. Vous êtes suivi par plus de 600 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous êtes là pour un livre qui s'appelle Guérir l'impossible, une philosophie pour transformer nos souffrances en force. Alors, est-ce que votre succès, Christopher, c'est de lier la vie quotidienne à la philosophie? Alors, on peut dire ça comme ça, oui, effectivement. Alors, la philosophie, il faut savoir qu'on a tendance à l'identifier comme du jus de cerveau, comme une discipline uniquement intellectuelle, alors qu'en réalité, elle est un vrai outil. Moi, elle m'a complètement sauvé pour le coup. J'ai pas un parcours universitaire qui est classique, pour ne pas dire pas de parcours du tout universitaire, mais moi, la rencontre que j'ai fait avec la philosophie m'a permis de me sortir de grandes difficultés, et notamment de mon passage à travers la souffrance. Et du coup, j'avais envie de décider de l'amener comme une pratique concrète dans notre vie quotidienne et voir comment de grands penseurs tels que Spinoza, Marc Aurèle, Kant et d'autres, ben, on peut les utiliser dans notre vie quotidienne et c'est tout l'enjeu de guérir l'impossible. Alors, finalement, c'est le même but que celui qui était déjà celui des stoïciens à l'époque de l'Antiquité, donc atteindre la paix et le bonheur, mais avec une vision plus jeune et plus optimiste du monde peut-être. Alors oui, en quelque sorte, c'est vrai que les stoïciens avaient cette idée, cette grande idée de maîtrise de soi, c'est savoir se maîtriser face au monde, notre comportement. Il y avait cette idée d'ataraxie, d'apatheia, voilà. Mais, en dehors de vouloir atteindre le bonheur suprême, il y a aussi, comment réussir à vivre une vie la plus épanouie possible, sachant que vivre une vie épanouie n'est pas forcément quelque chose d'évident. Sinon, on s'en poserait pas la question. Et c'est une question qui revient depuis maintenant, ben, au moins 400 ans avant Jésus-Christ et ben, c'est vrai qu'il faut travailler dessus, c'est des questions qui reviennent encore et ben, les philosophes nous amènent une forme de réflexion, nous amènent une première pensée, une première approche qui nous permet de pouvoir, comme les stoïciens, mettre des fondements dans notre vie quotidienne pour pouvoir vivre mieux, quoi. Alors, votre spécialité, Christopher Laquiès, c'est la résilience émotionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept? Alors, la résilience, on a tendance à la voir aujourd'hui comme une forme de transcendance. C'est-à-dire que j'ai une souffrance, je veux aller au-delà de cette souffrance-là pour pouvoir l'utiliser comme une force par la suite. Oui, totalement, sauf que ce n'est pas que ça. Déjà, il faut réussir à différencier ce qu'est la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur va être un moment qui va être passager. On va identifier une douleur à quelque chose qui arrive d'un coup et qui va s'en aller assez rapidement. La souffrance persiste, un peu comme une gangrène. Et lorsqu'elle arrive et lorsqu'elle est présente, on a vite envie de la fuir, on a vite envie de faire en sorte qu'elle ne soit plus là, tout simplement parce qu'elle n'est pas normale. Elle ne rentre pas dans une forme de mythe de la normalité. Et donc, aujourd'hui, il faut réussir à comprendre comment faire de cette souffrance quelque chose d'utile, sachant qu'elle sera toujours un petit peu là, elle sera toujours un peu présente, on vivra un peu avec elle quotidiennement, mais il ne faut pas qu'elle nous embête. Je prends l'exemple d'auteurs tels que Dostoïevski qui ont vécu des moments très difficiles en termes de souffrance, mais qui ont écrit des œuvres magnifiques. Nietzsche, c'est la même chose. Van Gogh aussi. Donc l'art et l'expression humaine en général passent à travers la souffrance et cette souffrance peut nous permettre d'apporter quelque chose d'intéressant, d'exprimer une forme de volonté de puissance qui nous permet de pouvoir vivre non seulement sereinement mais aussi d'exprimer ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être. Alors, par exemple, contre la dépendance affective, dans le livre, vous donnez un exercice miracle. Christopher, racontez-le nous parce que c'est pas très long. Alors, je dis pas trop les exercices miracles parce que j'ai l'impression que du Ah, coup, si on le fait, c'est sûr qu'il va marcher. Oui, il peut fonctionner, mais c'est un travail qui se fait quotidiennement. Alors moi, c'est un exercice qui m'a été donné par un chaman en Amérique latine. J'ai eu la chance de vivre dans une tribu pendant plus de 6 mois en Amérique latine et j'étais quelqu'un de très dépendant aux autres. C'est-à-dire que l'autre était complètement mon enfer parce que j'en vivais qu'à travers le regard de l'autre et je ne savais plus vraiment comment vivre, comment m'identifier, comment réussir à me détacher et me sentir bien. Donc, ce chaman-là m'a dit un jour de faire une sorte d'exercice de visualisation où je me mettais assis sur une chaise, que je fermais les yeux, que je rentrais dans une forme de méditation, ou en tout cas une forme d'imagination, et que à ce moment-là, je m'imaginais comme un fil
qui rejoint mon cœur et celui de la personne, ou en tout cas celle de la personne dans laquelle je suis dépendant, pardon, et de faire en sorte de couper ce fil, mais de le faire physiquement parlant, donc c'est-à-dire de prendre avec sa main, de couper devant soi, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on coupe ce qu'on est en train de couper, et de laisser au fur et à mesure, à travers l'imagination, voir la personne s'évaporer au loin, et réussir à trouver à ce moment-là une forme de paix, une forme de contemplation sur un moment qui est en rapport avec soi-même, et sur un moment qui est justement pas en dépendance de l'autre, parce que l'autre n'est plus présent. Et ça peut créer différents types de sentiments. Il peut y avoir un premier sentiment qui va être de la joie, je vais me sentir extrêmement bien, et puis après retomber dans quelque chose d'un peu plus difficile, ou alors je peux énormément en souffrir de cette situation-là. Dans les deux cas, c'est quelque chose qui est très bon. C'est quelque chose qui est très bon parce qu'elle nous permet de pouvoir mieux comprendre, et de mieux comprendre aussi notre rapport à l'autre face à ce genre d'exercice en tout cas. Alors, dans le livre, vous parlez aussi beaucoup d'inconscient et de plasticité du cerveau, le fait que le cerveau peut se moduler et se modifier. Et ça, c'est vrai que ça fait que quelques années qu'on l'entend, mais que c'est très rassurant parce que finalement, quels que soient les traumatismes, il y a un moyen de repackager, si j'ose dire, les neurones et de modifier la façon dont on voit les choses. Alors exactement, non seulement on a cette force de pouvoir modifier notre façon de percevoir le monde, mais de changer cette façon de percevoir le monde va aussi changer notre système neuronal. Pourquoi? Parce que on a su à travers des études que le cerveau des enfants, lui, grandissait extrêmement vite. C'est pour ça que des enfants arrivent à parler très rapidement et à connaître une langue très rapidement. Alors que nous, bizarrement, on s'est dit pendant de nombreuses années que les adultes, arrivés à un certain âge, le cerveau il grandissait plus, il se passait plus rien. C'est complètement faux en réalité, parce que notre cerveau est en permanence en reconstruction permanente. C'est-à-dire qu'on peut changer des systèmes qui ont été créés, et on peut les modifier par d'autres systèmes. Alors comment? Aujourd'hui, on est capable de le faire, notamment pour des membres fantômes, des personnes qui ont des membres fantômes et qui en souffrent énormément. Donc, ils souffrent de quelque chose qui n'est plus là. Aujourd'hui, ils arrivent à travers plein d'expériences différentes. Je vous passe les détails, je vous invite à lire le bouquin si vous voulez en savoir plus, pour justement savoir comment réussir à ne plus souffrir de quelque chose qui est imaginaire. Et en réalité, la question, elle est là, c'est-à-dire que nous passons notre temps, comme disait Sénèque, à souffrir de choses qui n'existent pas. Ou Sénèque qui a par la suite, même Montaigne, pardon, a par la suite repris les paroles de Sénèque en disant que ma vie a été faite de terribles malheurs qui ne se sont jamais produits. Et en réalité, c'est exactement ça. Comment faire face à tous ces malheurs qui ne se produisent jamais, qui ne sont jamais présents, et réussir à guérir cette impossibilité qui n'est rien d'autre qu'une notion de pourquoi c'est impossible pour moi que je ne souffre pas plus tard face à cette incroyable situation, et au final me rendre compte que j'en en souffre pas tout simplement parce qu'elle est que le produit de mon imagination. Donc il y a plein de situations différentes qui nous permettent de comprendre notre fonctionnement neuronal, donc de savoir comment notre cerveau fonctionne face à différentes situations. On sait très bien que les premières informations sont interceptées émotionnellement, notamment face à des traumatismes. Je pense à du stress post-traumatique. Les gens qui en souffrent énormément, ce sont des gens qui enferment, il y a une petite glande dans le cerveau qu'on appelle l'amygdale, qui enferme des informations qui n'ont pas le temps d'être traitées par l'hippocampe, ce qui fait que lorsque certaines personnes revivent certaines expériences dans leur vie qu'ils n'avaient pas vécu, enfin qu'ils avaient vécu auparavant mais de manière différente, la même intensité émotionnelle se produit, tout simplement parce que l'information n'est pas ingérée par l'hippocampe qui nous permet de pouvoir enregistrer l'information, mais reste dans cette glande, je vais pour simplifier un maximum, de la peur, cette glande de la peur qui au final s'active de manière très involontaire, très inconsciente, face à une situation qui nous rappelle notre passé, qui nous rappelle des événements difficiles. Donc, notre cerveau est un grand mystère, et on en sait plus sur l'univers que ce qu'on a à l'intérieur de notre crâne, et à l'intérieur, j'ai voulu aussi plonger dans ce monde assez complexe qu'est notre cerveau. Oui. Alors justement, pour finir, Christopher, est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils pour développer notre intelligence émotionnelle? Alors, je vais reprendre des concepts très stoïciens, des concepts des Grecs. Je pourrais très bien donner par exemple une forme de dichotomie du contrôle. Épictète nous dit qu'il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Alors, face à différentes situations, notamment quand on est dans une situation de crise, en couple, une dispute, entre amis, en famille, peu importe, on connaît tous cette situation qui est très désagréable. Comment faire face à cette situation lorsqu'une personne qu'on aime dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire, ou nous qui avons tendance à monter un peu trop rapidement
impression, Épictète nous invite à faire une dichotomie entre ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, et d'aller analyser la situation. Donc, face à ce genre de situation comme une dispute, qu'est-ce qui dépend de nous? Ce qui dépend de nous, c'est de pouvoir réagir face à cette situation-là. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est comment la personne va réagir face à la situation. Donc, si la personne a décidé de vous insulter, de crier ou encore de mal prendre ce que vous allez dire, malheureusement, ça ne dépend pas de vous. Par contre, ce qui dépend de vous, c'est de savoir réagir, c'est de savoir, on peut dire, soit arranger la situation, soit se détacher de la situation. Et donc, je trouve que de réussir à rentrer dans cette dichotomie, je ne vais pas dire quotidiennement, parce que sinon, on ne vit qu'à travers la réflexion, mais en tout cas, face à des moments qui sont plus ou moins compliqués dans notre vie, ça nous permet de pouvoir faire une différenciation entre ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe à l'extérieur de nous, de accepter ce qui se passe à l'extérieur et de réussir à contrôler ou de réussir à voir ce qui se passe à l'intérieur sans devenir esclave de ses émotions, sans devenir esclave de ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, on va tenter de faire ça. Merci beaucoup, Christopher Laquiez. Votre dernier livre, Guérir l'impossible, une philosophie pour transformer nos souffrances en force. Un manuel pratique pour aller beaucoup mieux. Et on peut vous suivre sinon sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, comme je le fais moi-même. À bientôt, Christopher. Merci Merci d'être beaucoup. venu dans nos studios.